est devenue la première américaine à réussir un triple axel compétition. Cela a marqué l'histoire, assurément. À 54 ans, Tanya Harding brise enfin le silence sur la nuit qui a changé sa vie à jamais. Pendant des décennies, elle a été dépeinte comme l'une des figures les plus controversées de l'histoire du sport. Mais maintenant, avec ses propres mots, Harding partage ce qui, selon elle, s'est réellement passé. Rejoignez-nous alors que nous dévoilons la vérité tant attendue de Tanya Harding sur cette nuit et tout ce qui a suivi. Début difficile. L'histoire de Tanya Harding commence loin du monde scintillant de la gloire du patinage artistique. Elle est née à Portland, dans l'Oregon, 1960, dans une famille ouvrière qui avait du mal à joindre les deux bouts. Son père, Al Harding, a occupé divers emplois occasionnels, notamment chauffeur de camion et agent d'entretien, tandis que sa mère, Leavona Golden, était serveuse et acceptait tout travail qu'elle pouvait trouver. L'argent était toujours rare et Tanya a grandi dans un environnement où la survie était souvent l'objectif principal. Dès son plus jeune âge, Tanya a vécu avec des défis qui ont façonné sa résilience. Sa vie de famille n'était pas facile. Le mariage de ses parents était houleux et sa mère, Leavona, avait la réputation d'être dure et parfois cruelle. Tanya elle-même a décrit son éducation comme étant dure, marquée par des abus verbaux et physiques. Leavona était déterminée à ce que sa fille réussisse, mais ses méthodes étaient souvent extrêmes. Elle poussait Tanya avec acharnement, la critiquant constamment et exigeant un engagement absolu envers le patinage. Bien que Tanya ait dit que cet amour sévère lui avait donné de la discipline, il lui a également laissé de profondes cicatrices qui l'ont suivi jusqu'à l'âge adulte. Malgré les difficultés à la maison, le patinage est devenu l'évasion et la concentration de Tanya. Elle a fait ses premiers pas sur la glace à seulement 3 ans et il est vite devenu clair qu'elle avait quelque chose de spécial. Elle était courageuse et forte, capable d'effectuer des sauts difficiles que de nombreux patineurs plus âgés avaient du mal à maîtriser. Mais contrairement aux enfants de familles plus chiches, Tanya n'avait pas accès à des entraîneurs privés, à des costumes de créateurs ou à un temps de glace illimité. Elle portait souvent des tenues de patinage faites maison, cousues par sa mère. Elle s'entraînait dans des patinoires d'état public, parfois aux premières heures tuantes du matin, lorsque le temps de glace était moins cher. Tout dans son entraînement venait de la détermination et de la ténacité plutôt que du privilège. Grandissant à l'adolescence, les capacités athlétiques naturelles de Tanya ont commencé à faire tourner les têtes lors de compétitions locales et régionales. Alors que la plupart des jeunes patineurs étaient félicités pour leur grâce, leur prestance et leur élégance, Tanya se distinguait par sa puissance brute et ses compétences techniques. Les juges étaient parfois partagés à son sujet. D'une part, elle pouvait réaliser des sauts que d'autres patineurs n'auraient même pas tentés. D'autre part, son style était moins raffiné et elle ne correspondait pas à l'image traditionnelle de la patineuse artistique délicate et gracieuse que beaucoup attendaient dans ce sport. Pourtant, Tanya a continué d'aller de l'avant. Elle a travaillé sans relâche sur ses sauts, particulier le triple axel, un mouvement si difficile que seule une poignée de femmes dans le monde l'avaient même tenté. Pour elle, le patinage n'était pas seulement une question de beauté, il s'agissait de force et de dépassement des limites. Cette concentration lui a donné un avantage et a commencé à la distinguer, même si les juges ne la récompensaient pas toujours de la même manière qu'ils récompensaient les patineuses qui correspondaient au moule classique. Et bientôt, le monde allait voir jusqu'où sa détermination et sa puissance brute pouvaient l'amener. Le choc du triple axel. Au début des années 1990, Tanya Harding n'était plus seulement un autre nom du patinage artistique américain. Elle s'était forgé une réputation de l'une des patineuses les plus athlétiques de ce sport. Et 1991, elle a marqué l'histoire aux championnats américains de patinage artistique. Cette année-là, elle est devenue la première américaine à réussir un triple axel compétition. Le saut était considéré comme presque impossible, il fallait qu'une patineuse saute l'air face à l'avant, fasse 3 tours et demi et atterrisse proprement sur un pied. De nombreuses patineuses l'ont tenté, mais très peu y sont parvenues. Lorsque Tanya l'a réussi parfaitement, la foule a explosé
et les juges ont attribué à sa prestation certaines des notes les plus élevées de l'événement. Ce triple axel ne lui a pas seulement permis de remporter le championnat, il l'a aussi placé fermement sous les projecteurs. Les gros titres à travers le pays la décrivaient comme la fille de la classe ouvrière dotée d'un talent impossible. Elle n'avait pas le raffinement ni l'élégance des autres patineuses, mais elle avait une force brute et le courage de tenter des choses que personne d'autre ne pouvait faire. Pendant un moment, elle a été célébrée comme quelqu'un qui avait redéfini ce que les femmes pouvaient faire dans le patinage artistique. Dans le même temps, les médias ont commencé à la comparer à Nancy Kerrigan, une autre patineuse américaine qui montait grade. Nancy était gracieuse, grande et élégante sur la glace. Elle représentait l'image plus traditionnelle de ce que le patinage artistique avait longtemps été, la beauté, l'art et le raffinement. Tania, revanche, était puissante, courageuse et assumait sa différence. Là où Nancy glissait, Tania attaquait ses programmes avec énergie et force. Les médias se sont appuyés sur ces différences et ont rapidement transformé leur carrière une rivalité. Il ne s'agissait pas seulement de patinage, c'était présenté comme deux femmes complètement opposées qui se disputaient le même prix. Après sa victoire au championnat de 1991, Harding a participé aux Jeux olympiques d'hiver de 1992 à Albertville, France, avec de grandes attentes. Elle avait les compétences, l'élan et l'attention des médias. Beaucoup pensaient qu'elle pourrait obtenir une médaille, peut-être même remporter l'or, surtout avec sa capacité à réussir le triple axel, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Sous la pression de la scène olympique, Tania a trébuché, elle a raté des sauts importants et n'a pas pu livrer la même performance nette qu'aux championnats nationaux. Elle a terminé 4e, juste à côté des médailles. Ce fut une amère déception, surtout compte tenu du potentiel qu'elle avait montré seulement 1 an plus tôt. Pourtant, Tania est restée dans les conversations comme une candidate sérieuse. Elle avait montré au monde ce dont elle était capable et elle était déterminée à revenir plus forte. À l'approche des Jeux olympiques d'hiver de 1994 à Lillehammer, la pression n'a fait qu'augmenter. Elle ne patinait plus seulement pour elle-même, elle patinait pour prouver que son succès antérieur n'était pas un coup de chance. Elle devait montrer qu'elle pouvait encore performer au plus haut niveau et reconquérir l'image de la patineuse la plus audacieuse d'Amérique. Ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est que sa lutte pour rester au sommet de ce sport allait entrer collision avec un scandale qui allait changer sa vie à jamais. Amour et abus. Pendant que Tania Harding se faisait un nom sur la glace, sa vie personnelle était pleine de difficultés qui pesaient lourdement sur sa carrière. Au centre de beaucoup de ces difficultés se trouvait sa relation avec Jeff Gillooly. Tania a épousé Gillooly 1990 alors qu'elle était encore très jeune et le mariage est rapidement devenu turbulent. La relation a été marquée par des disputes constantes, du contrôle et des abus. Harding a parlé de la violence physique et émotionnelle qu'elle a subie, ce qui l'a laissée souvent craintive et épuisée. Pour quelqu'un qui avait besoin de concentration et de confiance pour performer au plus haut niveau, vivre dans un environnement aussi hostile lui a enlevé une grande partie de sa stabilité. Gillooly a également commencé à s'immiscer dans sa vie professionnelle. Il n'était pas seulement son mari, il est devenu son manager et a fait partie de sa carrière de patinage. Cela a créé une situation où ses mondes personnels et professionnels étaient enchevêtrés et souvent de manière destructrice. Si leur mariage atteignait un point bas, cela affectait son entraînement. S'il faisait de mauvais choix concernant sa carrière, elle avait peu de contrôle sur elle. Plus l'influence de Gillooly était grande, plus il était difficile pour Tania de se séparer de ses décisions et de la relation toxique qu'ils partageaient. Au-delà des problèmes dans son mariage, Harding a été confronté à des difficultés financières qui ont rendu difficile sa participation à des compétitions sur un pied d'égalité avec d'autres patineuses de haut niveau. Contrairement à bon nombre de ses rivales, elle ne venait pas d'une famille riche. Les commanditaires d'entreprises, qui fournissaient souvent un soutien financier essentiel aux patineurs, hésitaient à la soutenir. Nancy Kerrigan, par exemple, a reçu des approbations et un soutien d'entreprise grâce à son image raffinée et à son attrait traditionnel.
Harding, avec ses origines ouvrières et sa personnalité plus dure, ne correspondait pas au moule que les entreprises voulaient promouvoir. Ce manque d'argent de commandite signifiait qu'elle devait fortement compter sur ses propres ressources limitées. Tout cela a ajouté à un sentiment d'isolement. Harding avait souvent l'impression de ne pas appartenir au monde élite du patinage artistique où de nombreux athlètes venaient de milieux plus privilégiés. Elle était jugée non seulement sur son patinage, mais aussi sur son image. Et elle se sentait constamment comme une étrangère qui ne répondait pas tout à fait aux attentes sportives. La pression explose. Au moment où la saison de patinage artistique de 1994 est arrivée, Tonya Harding patinait avec plus de pression que jamais auparavant. Après la déception des Jeux Olympiques d'hiver de 1992, elle savait que c'était sa dernière chance de faire ses preuves. Les championnats américains de patinage artistique à Détroit janvier étaient particulièrement importants. Ce n'était pas simplement une autre compétition, il servait de principal qualificatif pour l'équipe olympique. Si Harding voulait aller à Lillehammer et racheter sa carrière sur la scène mondiale, elle devait bien performer aux nationaux. Harding était bien consciente de ce qui était jeu. Les Jeux Olympiques n'étaient qu'à quelques semaines et elle était déterminée à faire partie. Mais pendant qu'elle s'entraînait, la tension extérieure s'est intensifiée. Les médias avaient commencé à se concentrer de plus sur la rivalité entre Harding et Nancy Kerrigan. Kerrigan avait remporté l'argent aux Jeux Olympiques de 1992 et était considérée comme le meilleur espoir américain pour l'or 1994. Elle avait des commanditaires, des campagnes publicitaires et une image qui correspondait à l'idéal de ce que beaucoup croyaient qu'une patineuse artistique devait être. Harding, revanche, était constamment sous surveillance. Les journalistes la comparaient fréquemment à Kerrigan, souvent d'une manière qui la faisait paraître moins glamour ou moins digne. La couverture médiatique a créé un sentiment de drame croissant autour des deux femmes. Même avant que les compétitions ne commencent comme à des coulisses, la vie de Harding était toujours compliquée. Son mariage avec Jeff Gillooly était officiellement terminé, mais leur relation est restée étroite et enchevêtrée. Gillooly était toujours fortement impliqué dans sa vie, se présentant aux entraînements et gérant certaines parties de sa carrière. Il a amené avec lui un groupe de connaissances qui ne faisaient pas partie du monde habituel du patinage. Des amis et des piques-assiettes qui ont passé du temps autour de Harding pendant cette saison critique. Parmi eux se trouvait Shawn Eckhardt, le garde du corps autoproclamé de Harding, qui était connu pour exagérer son rôle et parler grand de façon de protéger les chances de Tonya. C'est dans cet environnement que les chuchotements ont commencé. Harding était sous une énorme pression pour se qualifier pour les Jeux Olympiques. Kerrigan était sa plus grande compétition et les gens dans le cercle de Gillooly ont commencé à discuter des moyens de donner un avantage à Tonya. Selon des témoignages ultérieurs, les conversations sur le fait d'empêcher Kerrigan de patiner ont commencé par des discussions, puis sont devenues plus sérieuses. Gillooly, Eckhardt et d'autres allaient finalement être liés au plan qui a mené à l'infâme attaque contre Kerrigan. La question de savoir si Harding était au courant de ces conversations à l'avance a toujours été l'une des questions les plus débattues dans son histoire. L'attaque à la matraque. Le 6 janvier 1994, le monde du patinage artistique a changé à jamais. Nancy Kerrigan terminait une séance d'entraînement à la Cobo Arena de Détroit, au Michigan, à seulement 2 jours du début des championnats américains de patinage artistique. L'arena était remplie de patineurs, d'entraîneurs et de personnel se préparant pour l'événement. Kerrigan, vêtu de ses vêtements d'entraînement, est descendu de la glace après sa séance et a commencé à marcher dans un couloir étroit direction du vestiaire. C'était une journée d'entraînement normale jusqu'à ce que tout devienne soudainement chaotique. Alors que Kerrigan quittait la glace, un homme s'est précipité vers elle et l'a frappée au genou droit avec une matraque métal. L'attaque a été rapide et choquante. Kerrigan s'est effondré sur le sol douleur, criant fort alors que les personnes à proximité se précipitaient pour l'aider. Des caméras étaient présentes dans l'aréna et elles ont capturé les conséquences de l'agression. L'image de Kerrigan agrippant son genou et criant « Pourquoi ? Pourquoi moi ?» est devenue l'un des moments les plus rejoués et inoubliables de l'histoire du sport.
L'agresseur a fui la scène presque immédiatement, se frayant un chemin hors du bâtiment et s'échappant dans une voiture qui l'attendait. Le coup a été brutal mais n'a pas mis fin à sa carrière, bien qu'à ce moment-là, personne ne connaissait l'étendue des dégâts. Les médecins ont confirmé plus tard que Kerrigan avait subi une contusion au genou et qu'elle ne pourrait pas participer aux championnats nationaux pour l'une des meilleures patineuses du pays. Perdre la chance de patiner à une compétition aussi importante était dévastateur. La nouvelle de l'attaque s'est répandue rapidement. Quelques heures, les journalistes couvraient l'incident à travers le pays. Les images dramatiques du cri angoissé de Kerrigan ont rendu l'histoire impossible à ignorer. Presque du jour au lendemain, le patinage artistique, habituellement couvert seulement lors d'événements majeurs, est devenu une nouvelle de première page. L'attaque a été choquante, non seulement raison de sa violence, mais aussi raison du moment où elle s'est produite. Elle s'est produite à la veille de la compétition qui déterminait qui irait aux Jeux Olympiques, soulevant des questions immédiates sur le motif. Très rapidement, l'histoire a pris le ton d'un mystère. Qui voudrait faire du mal à Nancy Kerrigan ? Pourquoi quelqu'un la ciblerait-elle ? Presque immédiatement, les soupçons se sont portés sur Tonya Harding, la plus grande rivale de Kerrigan et l'autre principale prétendante à l'équipe olympique. Bien qu'il n'y ait aucune preuve l'alliant directement dans ses premières heures, le fait que Harding avait à gagner de l'incapacité de Kerrigan à participer à la compétition a fait une cible naturelle de spéculation. Et alors que les enquêteurs ont commencé à creuser ce qui s'était réellement passé, des liens choquants ont rapidement été mis lumière, les secrets se dévoilent, l'attaque contre Nancy Kerrigan a déclenché l'une des enquêtes les plus rapides et les plus intenses de l'histoire du sport. Quelques jours, le FBI s'est impliqué et il n'a pas fallu longtemps pour que l'affaire commence à se démêler. L'agresseur, Shane Stant, a été identifié après que les enquêteurs ont retracé la voiture de location qu'il avait utilisée à Détroit. À partir de là, les liens ont commencé à se construire, remontant à des personnes proches de Tonya Harding. La chaîne a d'abord pointé vers le garde du corps autoproclamé de Harding, Sean Eckhart. Eckhart se vantait de son rôle supposé dans la planification de l'attaque et la nouvelle de son implication s'est répandue rapidement. Interrogé, son histoire s'est effondrée et les enquêteurs ont pu le relier à Guy Lawley, l'ex-mari de Harding qui jouait toujours un rôle majeur dans sa vie et sa carrière. Ensemble, les preuves ont montré que Guy Lawley et Eckhart avaient engagé Stant pour attaquer Kerrigan dans l'espoir de la blesser suffisamment pour la faire sortir de la compétition et ouvrir la voie à Harding aux nationaux et aux Jeux Olympiques. Pendant que tout cela se déroulait, Harding devait encore participer aux championnats américains de patinage artistique. Les championnats nationaux ont eu lieu quelques jours seulement après l'attaque et Harding a patiné sous un nuage de soupçons. Les médias ont suivi chacun de ses mouvements, posant des questions sur sa participation éventuelle. Malgré la pression, elle a réalisé une solide performance. Avec Kerrigan mise à l'écart raison de sa blessure, Harding a assuré sa place dans l'équipe olympique. Apparence, il semblait qu'elle avait réalisé ce qu'elle devait faire. Mais coulisses, le scandale se refermait rapidement sur elle. Alors que le FBI recueillait des preuves, le cercle de personnes impliquées dans le complot a commencé à s'effondrer. Guy Lawley, confronté à la possibilité d'une peine de prison sérieuse, a décidé de coopérer avec les enquêteurs. Il a conclu un accord de plaidoyer et a admis son rôle dans l'organisation de l'attaque. Son témoignage a été particulièrement dommageable car il a directement impliqué Harding, affirmant qu'elle était au courant du plan à l'avance. Cette affirmation a immédiatement intensifié les soupçons du public à son égard et a fait d'elle une figure centrale de l'affaire. Harding, cependant, a continué de nier qu'elle avait connaissance de l'attaque avant qu'elle ne se produise. Elle a seulement admis avoir appris l'existence de l'attaque après coup et ne pas l'avoir signalée immédiatement aux autorités. Alors que la bataille juridique se poursuivait, sa crédibilité a été remise question à plusieurs reprises. Beaucoup ont cru l'histoire de Guy Lawley, raison de son implication directe, tandis que d'autres ont pensé que Harding aurait pu être prise au milieu des actions imprudentes de son ex-mari. Et bientôt, tout cela allait entrer collision avec la scène mondiale des Jeux Olympiques d'hiver, où le drame se déroulerait devant des millions de personnes. Chute de grâce.
Au moment où les Jeux Olympiques d'hiver de 1994 ont commencé à Lillehammer, Norvège, le patinage artistique était devenu l'histoire la plus parlée au monde. Ce qui avait été autrefois un sport gracieux s'est soudainement transformé en un drame mondial avec Tonya Harding et Nancy Kerrigan au centre. Les deux femmes s'étaient qualifiées pour l'équipe olympique américaine. Kerrigan après un rétablissement réussi de sa blessure au genou et Harding sous un nuage de soupçons, raison de l'enquête court. Leur présence ensemble en Norvège a créé une atmosphère différente de tous les autres Jeux olympiques auparavant. Les médias ont transformé les Jeux en spectacle. Au lieu de se concentrer uniquement sur la performance athlétique, les journalistes ont traqué tous les détails sur Harding et Kerrigan. Les caméras les ont suivis lors des entraînements, des conférences de presse et même se promenant dans le village olympique. L'histoire était irrésistible pour la presse. Deux rivales, l'une blessée lors d'une attaque choquante, l'autre accusée d'y être liée. Les Jeux de Lillehammer sont devenus moins une question de sport et plus une question du feuilleton court de leur rivalité. Nancy Kerrigan, cependant, a fait un retour impressionnant. Quelques semaines seulement après avoir été frappée au genou, elle est revenue sur la glace avec détermination. Ses performances à Lillehammer ont été gracieuses et constantes, prouvant qu'elle s'était rétablie à la fois physiquement et mentalement. Dans son programme final, elle a réalisé un patinage solide qui lui a valu la médaille d'argent. Ce fut un moment puissant alors que le public du monde entier admirait sa résilience. Bien qu'elle n'ait pas remporté l'or, terminant deuxième après Oksana Bayul d'Ukraine, le retour de Kerrigan a été considéré comme une victoire soi. Pour Tonya Harding, les Jeux Olympiques ont été beaucoup plus difficiles. Elle est arrivée Norvège sous une énorme pression, entourée de journalistes qui posaient des questions sur sa possible implication dans l'attaque. Au moment de participer à la compétition, ces difficultés se sont manifestées. Lors de l'une de ses performances, elle a patiné, s'est arrêtée et s'est approchée des juges pour leur montrer son lacet de patin qui s'était cassé. L'arme, elle leur a demandé du temps pour le réparer et elle a été autorisée à reprendre son programme. Mais même après cela, elle a été incapable de réaliser le genre de performance propre et solide dont elle avait besoin. Les programmes de Harding étaient instables et incohérents. Et sans son triple axel signature atterrissant proprement, elle a pris beaucoup de retard au classement. Au lieu d'une chance de rédemption, les Jeux Olympiques sont devenus la scène de sa chute. Elle a terminé à la 8e place, loin du podium des médailles. L'incident du lacet cassé est devenu symbolique de ces Jeux difficiles, alors que des millions de téléspectateurs la regardaient lutter sous le poids du scandale et de la pression. Lorsque la compétition s'est terminée, Kerrigan s'est tenue sur le podium avec une médaille d'argent, célébrée comme l'athlète blessé qui avait triomphé contre toute attente. Harding a quitté la Norvège déshonorée, sa réputation déjà train de s'effondrer, alors que les enquêteurs continuaient de bâtir leur dossier chez elle. Le monde avait vu les deux femmes dans l'une des histoires olympiques les plus inoubliables de l'histoire. Et une fois les Jeux terminés, l'attention s'est reportée sur les tribunaux où l'avenir de Harding dans le patinage serait décidé pour de bon. Règlement de compte au tribunal. Après les Jeux Olympiques de l'Ekiekes de à Lillehammer, l'attention s'est déplacée de la glace vers la salle d'audience. L'enquête sur l'attaque contre Nancy Kerrigan était toujours court et Tonya Harding ne pouvait plus éviter d'affronter le système judiciaire. La question n'était plus de savoir si les gens autour d'elle avaient été impliqués. Cela était déjà prouvé, mais de savoir ce que Harding elle-même avait su et quand. Les preuves contre elle étaient accablantes. Des relevés téléphoniques, le témoignage de son ex-mari, Jeff Gillooly, et les déclarations d'autres personnes impliquées suggéraient qu'elle avait pris connaissance de l'attaque après qu'elle se soit produite et qu'elle ne l'avait pas signalée. Bien qu'il n'y ait pas eu suffisamment de preuves pour la condamner pour avoir planifié le crime, les procureurs ont fait valoir qu'elle avait entravé l'enquête ne se manifestant pas. La pression sur Harding a augmenté et, mars 1994, elle a conclu un accord de plaidoyer. Harding a plaidé coupable à l'accusation d'entrave à la justice. Acceptant cet accord, elle a évité la prison, mais les conséquences étaient toujours graves.
Au tribunal, elle a été condamnée à 3 ans de probation, 500 heures de travaux d'intérêt général et a été condamnée à payer une amende de 160 000 $. L'accord exigeait également qu'elle suive une thérapie. Bien qu'elle n'ait pas purgé de peine de prison, le jugement l'a officiellement liée au crime, confirmant qu'elle avait joué un rôle même si ce n'était pas tant que cerveau. Juin 1995, l'organisme directeur a annoncé que Harding était bannie à vie de participer à tous ces événements sanctionnés. La décision signifiait qu'elle ne pourrait plus jamais participer à une compétition tant que patineuse amateur ou être impliquée professionnellement dans le sport à quelque titre officiel que ce soit. Pour quelqu'un qui avait consacré sa vie au patinage depuis son enfance, ce fut un coup dur. Le patinage n'étant plus une option, Harding a essayé de trouver d'autres moyens de rester sous les feux de la rampe. À la fin des années 1990, elle a fait à nouveau les manchettes montant sur le ring de boxe. Elle a participé à plusieurs combats de célébrités et professionnels, souvent promus davantage pour le spectacle que pour la compétence athlétique. Elle est également apparue dans des émissions de télé-réalité et a fait des apparitions occasionnelles dans les médias. Mais la plupart de ces entreprises l'ont maintenue marge de la célébrité plutôt que de lui apporter un succès durable. Chaque tentative rappelait au public son scandale, rendant presque impossible pour elle de prendre un nouveau départ. Les années de silence. Après le tourbillon des années 1990, la vie de Tonya Harding s'est éloignée des caméras et des foules. Une fois les batailles juridiques terminées et son interdiction de patiner officielle, elle n'a eu d'autre choix que de se retirer des projecteurs. Pour quelqu'un qui avait été sous l'attention constante des médias, ce retrait dans une vie plus tranquille a été un changement majeur. Harding est retournée dans l'Oregon, l'État où elle a grandi, et a commencé à essayer de construire une vie loin du monde du patinage qu'il avait autrefois défini. Pendant ces années, Harding n'a fait que de rares apparitions publiques, elle a parfois donné des interviews, généralement lorsque des journalistes la retrouvaient ou lorsqu'un anniversaire important de l'attaque ou des Jeux Olympiques arrivait. Mais peu importe le temps qui passait, chaque conversation avec elle semblait revenir à cette nuit de 1994. Les réalisations athlétiques de Harding, le triple axel, les victoires au championnat et les programmes novateurs ont presque toujours été éclipsés par le scandale. Même lorsqu'elle voulait se concentrer sur d'autres aspects de sa vie, il lui était presque impossible d'échapper à l'ombre du passé. L'un des changements les plus importants dans la vie de Harding est survenu avec ses relations personnelles. 2010, elle a épousé Joseph Price, un homme qui travaillait dans le chauffage et la climatisation. Leur relation a donné à Harding un sentiment de stabilité qu'elle n'avait pas souvent connu dans ses premières années. Ensemble, ils ont construit une vie de famille plus paisible, loin des caméras et des controverses qu'il avait autrefois suivies partout. 2011, Harding a donné naissance à son premier enfant, un fils. Devenir mère a marqué un nouveau chapitre pour elle, un chapitre qu'elle a décrit comme le rôle le plus important et le plus épanouissant de sa vie. Elle a travaillé dur pour garder son enfant hors de la vue du public, déterminée à lui offrir une éducation normale, sans le poids de son passé attaché à son nom. Vivant dans l'Oregon, elle s'est concentrée sur sa famille, ses routines quotidiennes, et restant à l'écart de la célébrité qui lui avait autrefois apporté à la fois succès et chagrin d'amour. Pendant des décennies, elle est restée surtout arrière-plan jusqu'à ce que le moment soit enfin venu où elle a décidé de raconter sa propre histoire sur la nuit qui a tout changé. La vérité tant attendue de Harding. Après des décennies de silence et des années passées à être dépeintes dans les gros titres, Tonya Harding a finalement commencé à partager sa propre version de ce qui s'est passé pendant le scandale qui a défini sa vie. À 54 ans, elle a parlé avec plus d'ouverture de l'attaque contre Nancy Kerrigan, de son implication et des années de pression et de douleur qui l'ont entourée à l'époque. Pour Harding, cela a été une chance d'expliquer ce qu'elle dit avoir vécu et de séparer sa propre vérité de l'histoire qui a été racontée pour elle. Harding a été claire sur une chose, elle nie avoir jamais participé à la planification de l'agression. Elle a dit à plusieurs reprises qu'elle ne savait pas à l'avance que Jeff Gillooly, son ex-mari, et Shawn Eckhardt, son garde du corps, organisaient une attaque contre sa rivale.
Selon Harding, elle n'a appris l'existence du complot qu'après coup. Ce détail est au cœur de sa défense depuis des décennies et à 54 ans, elle est restée ferme dans son affirmation qu'elle n'était pas au courant du plan qui a envoyé Shane Stant à Détroit avec une matraque. Ce qu'elle admet cependant, c'est qu'une fois qu'elle a découvert ce qui s'était passé, elle avait trop peur et était trop bouleversée pour agir. Elle s'est décrite comme vivant sous une manipulation et une pression constante à la fois de la part de Guy Lawley et des circonstances de vie difficiles auxquelles elle était déjà confrontée. Harding a expliqué qu'elle avait peur de ce que Guy Lawley pourrait faire si elle s'adressait aux autorités et qu'elle se sentait piégée dans un monde où elle avait très peu de pouvoir ou de contrôle. Pour elle, ne pas signaler ce qu'elle savait n'était pas un choix fait à la légère. C'était une décision prise dans la peur. Regardant arrière maintenant, Harding parle souvent avec regret. Elle regrette les choix qu'elle a faits, les personnes dont elle s'est entourée et le silence qui lui a coûté si cher. Elle a admis qu'elle aurait dû se manifester plus tôt et que son inaction a tout aggravé, tant pour Kerrigan que pour elle-même. Son dernier mot à propos de cette nuit est qu'elle n'était pas le cerveau, pas la personne qui a planifié l'attaque et pas la criminelle que beaucoup croyaient qu'elle était. Elle veut que l'on se souvienne d'elle pour sa force sur la glace et pour avoir survécu à tout ce qui a suivi. Pas seulement pour le pire chapitre de sa carrière, et avec sa vérité enfin dite, les gens sont libres de décider par eux-mêmes ce qu'ils veulent s'y rendre croire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer d'autres vidéos comme celle-ci.